Bienvenue à toutes et à tous, Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. C'est votre nouveau programme. Ici, nous recevrons des grands hommes, des décideurs, par ce qu'ils font et l'impact des décisions que prennent ces personnes sur la vie de la nation. Le Trésor public paye 20 millions de dollars américains chaque mois à des personnes qui n'existent pas ou qui ne travaillent peut-être pas. Cette information est arrivée au Conseil de ministres. Et c'est par vous, Jean-Pierre Liao. Bienvenue. Merci. Vous êtes vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Un scandale aussi important, autant d'argent perdu par le Trésor. Comment on en est arrivé là, pour commencer? Au regard des assignations qui nous ont été faites par le gouvernement, l'urgence des urgences, ce n'est plus une priorité parce que la maîtrise des effectifs n'est plus une priorité. Elle est devenue une urgence. Pour nous, l'urgence des urgences, c'était donc maîtriser les effectifs au sein de l'administration. Parce que nous avons trouvé les cadres organiques des administrations totalement explosés, débordés. Et à travers le processus du FRAP, le fichier des références de l'administration publique, que nous avons trouvé en place, mais qui dysfonctionnait, nous avons essayé de travailler pour huiler la machine, accélérer les processus de contrôle et en collaboration avec le ministère du Budget à travers la direction de la paye, nous avons donc décelé des anomalies, des cas litigieux, notamment, comme vous l'avez indiqué, des cas de doublons, des personnes sans qualité, qui n'ont pas qualité d'agent public de l'État, mais qui s'est retrouvé dans la grille, dans le fichier de la paye de fonctionnaires de l'État, des cumulats, une personne qui touche à la fois 2, 3, 4 salaires, et puis des personnes détenteurs de faux numéros matricules, traficotés, qui n'avaient aucun soubassement juridique avéré, mais aussi certains retraités qui continuaient, tout en étant retraités, continuer à toucher le salaire entièrement. Toucher le salaire en tant qu'actif. C'est donc tous ces cas litigieux qui, mis ensemble, aujourd'hui, nous ont permis de dégager cette marge budgétaire de plus ou moins 21 millions de dollars que l'État perd par mois, ce qui conduit à peu près à plus ou moins plus de 240 millions par année. Mais je souligne que ces chiffres est un tout petit peu sous-estimé parce que dès lors que nous irons jusqu'au bout, oui, nous allons certainement accroître sensiblement le moyen, capter les moyens que l'État perd toutes les années, à travers tous ces réseaux mafieux qui existent effectivement. Vous avez dit que ce chiffre peut être minoré, 20 millions de dollars américains, mais quelle est la fiabilité du travail que vous venez de réaliser? Vous ne craignez pas des revendications des personnes qui existent, que vous avez bloquées inutilement, simplement parce qu'ils peuvent être malades ou... Il y a des cas comme ça où il n'y a pas des réclamations déjà? Jusque-là, nous n'avons pas encore ordonné, nous n'avons pas encore pris des mesures conservatoires, donc ordonné de blocage donc de comptes ou de processus de la paye concernant ces cas litigieux. J'ai, avec l'approbation du Conseil des ministres, mis en place une commission de certification. Parce qu'il s'agit des droits salariaux, de droits individuels, de droits garantis par la Constitution. Je préférais plutôt être certain, avoir la certitude qu'effectivement, nous sommes en face des cas de fraude. Dès lors que
Cette commission va travailler durant 16 jours. Et dès lors que nous aurons cette certitude que nous sommes en face de cas avérés, de cumul, de doublons ou des numéros matricules qui n'existent pas, des cas de fictifs, des agents fictifs, eh bien, nous allons en ce moment-là être implacables et nous allons prendre des décisions. Le système est fiable parce qu'il est digitalisé, il est, comme je dis, informatisé. Ce sont des données qui sont mais le système peut être piraté et puis remet tout en question. Vous avez des précautions? Non, pas du tout, parce que nous partons des listes déclaratives par emboîtement des différents services centraux. Et ensuite, nous allons procéder dans une seconde phase à la remontée des données provinciales, à ce qui concerne les agents publics de l'État au niveau de services déconcentrés au niveau des provinces. Mais c'est un système qui est informatisé, qui est sécurisé, qui est fiable et qui ne peut pas en réalité laisser passer des cas de marge d'erreur. Mais si nous avons des cas d'omission ou de petites marges d'erreur, il y aura une commission de recours qui va traiter certains cas de manière spécifique. Ça fait 2 mois que vous êtes aux affaires, le patron de la fonction publique. Quelles sont les observations que vous avez faites maintenant que vous êtes aux commandes? De quoi souffre notre administration publique? Écoutez, s'il faut dire les choses comme elles sont, ainsi que je l'ai dit au début, nous n'avons pas d'administration publique. Nous sommes en train d'inventer une nouvelle administration publique. C'est très grave, ça. Oui, mais écoutez, je dis, s'il faut dire les choses comme elles sont, l'administration publique telle qu'elle est n'existe que de nom. Il faut essayer de la créer en réalité. Lorsque le président de la République parle du rajeunissement, il dit en même temps qu'il faudrait que nous puissions mettre en place une administration publique qui soit véritablement ces piliers importants de l'État, le pilier principal de l'État congolais. Aujourd'hui, cette administration n'existe pas. Nous avons quelques services qui font office d'administration. Mais aussi bien sur le plan central que sur le plan provincial, l'administration reste à créer. Le processus est lancé, nous ne partons pas de rien. Nous avons déjà un socle, une base qui est là. Mais il faudrait que nous puissions effectivement agir, travailler pour essayer de revoir le cadre juridique général, les statuts qui a été adopté en juillet 2016, promulgué par le président de la République et qui est d'application aujourd'hui. Ces statuts est devenu obsolète aussi. Je crois qu'il faut absolument l'actualiser et l'adapter aux normes internationales du jour. Et essayer aussi de prendre les actes qui concourent à l'application de ces statuts, des règlements d'administration qui aujourd'hui sont toujours porteurs de signatures de Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Jusqu'aujourd'hui. Donc oui, absolument. Donc il faut essayer de revoir les cadres juridiques de notre administration et puis essayer de revoir le cadre de fonctionnement, essayer de redéfinir les cadres organiques de l'administration, parce que je vous ai parlé tantôt, parce que vous parlez de faux numéros matricules, on vous parle de cumulard, on vous parle de doublons. Comment est-ce possible que dans une administration digne de ce nom, qu'il y ait ce genre de dysfonctionnement? Et c'est un problème que vous avez trouvé, ça existe depuis des années. Monsieur le vice-premier ministre, nous avons trouvé, bien évidemment. Nous nous sommes renseignés, aussi cynique que cela puisse être, il y a des centenaires qui continuent à travailler au sein de notre administration.
Est-ce que vous êtes au courant? Oui, c'est pour ça que je vous parle de dysfonctionnement. Parmi ces dysfonctionnements, c'est justement la problématique de la retraite qui est liée à celle du rajeunissement. Parce qu'on ne peut pas rajeunir une administration qui ne sait pas mettre à la retraite. Mais pourquoi depuis toutes ces années, on n'arrive toujours pas à régler ce problème de mise à la retraite? La défaillance de l'État. Il ne faut pas tourner autour du pot et faire la langue de bois. Donc toutes ces annonces faites depuis toutes ces années, le problème reste intact, on n'arrive pas à le résoudre. L'État a failli dans son devoir de pouvoir mettre en place une machine administrative qui fonctionne dans la normalité, conformément à la loi. Et qu'est-ce que vous proposez? Nous nous sommes éloignés du respect des textes, nous sommes éloignés du respect de la loi et nous avons commencé à recruter en dehors de la loi parce qu'on a besoin de mettre son cousin, de mettre son neveu. La politique est entrée dans l'administration et tout le système a été ainsi corrompu. Donc ça veut dire qu'il faut renverser la table et tout recommencer. Et recommencer, c'est revenir d'abord à la norme, vers la norme, le respect de la norme, le respect du cadre normatif. Ça veut dire que quand on veut recruter, on recrute parce qu'il y a un poste qui est vacant. On recrute conformément au cadre organique de telle ou de telle autre administration. Mais lorsque vous recrutez en cascade... Mais est-ce que le besoin de recruter est exprimé dans le contexte dans lequel on évolue depuis? Ouais, mais écoutez, je crois qu'il faut faire la part des choses. Notre pays fait face à un chômage qui est devenu endémique. C'est les mal les plus profonds de notre nation, le chômage de masse. Ce qui fait qu'à partir du moment où les gouvernements successifs n'ont pas travaillé pour essayer d'offrir à la nation les perspectives d'emploi, à partir du moment où l'on n'a pas assez travaillé pour créer le secteur privé, et tout le monde est venu dans le secteur public. Aujourd'hui, le président de la République a mis au centre de l'action du gouvernement la problématique de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Donc il faut permettre, il faut que l'État, et heureusement que le gouvernement de Jean-Michel Sama-Lukonde considère comme une priorité ces renforcements du secteur privé, pourvoyeur d'emploi, pour que les Congolais puissent ne pas considérer que pour travailler, il faut tourner les regards vers l'État. L'État ne peut pas embaucher, Madame Bouela, tout le monde. L'État embauche les personnes dont il a effectivement besoin. Ça, c'est ce qui doit être fait. Conformément aux cadres organiques. Si on a besoin de 2000 personnes dans telle administration et que vous en embauchez 8000, la machine va bloquer. Oui, mais parce que ces personnes sont là, vous les avez trouvées. Comment vous allez faire? Vous les congédiez tous? Vous mettez le compteur à zéro? Qu'est-ce que vous allez faire? S'il faut respecter la loi, eh bien, on va regarder les cas de chacun. Et puis, dès lors que le recrutement a été irrégulier, évidemment, on licencie, on l'écarte. Mais parce que nous sommes un gouvernement socialiste, parce que le président de la République a une vision tournée vers le système, la social-démocratie, comme on dit, qui place les citoyens au centre de toutes les préoccupations et des actions du gouvernement, eh bien, nous n'allons pas procéder de cette manière-là. Nous allons essayer d'être durs tout en restant humains. Donc, nous allons mettre en place des mécanismes pour à la fois essayer de régler les problèmes de mise à la retraite. Aujourd'hui, Madame Bouela, oui. 350 000 agents sont éligibles à la retraite. C'est beaucoup. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là.
ils travaillent. Vous m'avez posé la question de savoir qu'il y a des centenaires. Je vous confirme qu'au sein de notre administration aujourd'hui, nous avons 56 agents centenaires. L'agent le plus vieux dans notre système, qui est actif, a 109 ans. Ce n'est pas normal. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir ce genre de choses. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait rapport ni au Premier ministre, ni au Président de la République, qui sera fâché de voir que dans notre système, nous gardons encore des gens qui ont plus de 100 ans, les connaissants. Oui. Mais je veux faire rapport, et je crois que d'ici la fin de l'année, ceux qui ont 100 ans vont partir à la retraite. De même que ceux ils vont à la retraite dignement, vous les envoyez à la retraite parce qu'ils meurent juste quelques temps après. C'est tout le problème. Mais justement, vous savez, je veux proposer d'abord au Premier ministre que tous ceux qui ont 100 ans puissent venir à Kinshasa et nous ferons une cérémonie de pardon en quelque sorte, parce que ce n'est pas acceptable de garder des gens jusqu'à cet âge-là actifs au sein de l'administration. Mais nous allons corriger les systèmes. La grande problématique de la retraite se trouve dans la faiblesse de la pension. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite ne sont pas gênés de rester actifs. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de survie, ils n'ont pas d'espérance après. Pourquoi? Parce que le système passé a laissé diluer les salaires en faveur de primes. Et vous avez des agents publics de l'État qui disposent d'une rémunération extrêmement faible, disons d'un salaire de base très faible. Ça atteint combien, le plus faible salaire? Oh, écoutez, je parle de salaire de base. Le plus faible, on est à moins de $100, on est dans le... 200 000 francs congolais? On est autour de 100 000 francs. Le salaire de base de 100 000 francs? De 100 000 francs. Mais nous avons appris qu'il y a 1 500 francs congolais, des gens à qui l'État paye 1 000 francs. Non, là vous parlez de retraités, de certains retraités dans le système octroyé. Mais je vous dis que pour le salaire de base qui est faible, quand on prend un agent qui a 100 000 francs, aux côtés de ces 100 000 francs, il y a peut-être 500 000, 600 000 de primes. Ou 1 million de primes. Alors, selon qu'il travaille dans quel secteur, ça dépend des secteurs, ou en province ou à Kinshasa. Oui. Mais je prends cet exemple-là, typique, pour dire, vous avez 100 000 francs de primes en termes de salaire de base et 1 million de primes. Lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière, eh bien, vous êtes rattrapé par la réalité, la dure réalité, parce que finalement, la pension de retraite est calculée, elle, sur pied de votre salaire de base. Et souvent, les agents se retrouvent avec des pensions très faibles, 50 000, 40 000, 10 000, et parfois même en province, j'ai eu des cas, 2 000 francs ou 1 500 francs. Ce n'est pas admissible. Quand quelqu'un touche un salaire comme celui-là, vous pensez que cette personne est à l'abri de la corruption, par exemple? Écoutez, moi je vous dis que le système a dysfonctionné et que nous venons sur base de la nouvelle vision portée par le président de la République. Vous n'avez pas trop de prétentions chaque fois? Vous dites que nous venons. Vous avez trop de prétentions. Madame Bouela, en politique, il faut bien venir avec la volonté d'échanger. Sinon, on reste chez soi. Le président de la République a une vision. Il nous a appelés au gouvernement pour essayer de matérialiser cette vision. Il faut être volontariste. Mais quels moyens vous avez pour matérialiser ça? Il ne suffit pas de dire, d'exprimer la vision. Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Le moyen, nous en avons, parce que je vous dis, le premier moyen, c'est d'abord l'imagination. Aujourd'hui, j'ai mis en place une commission qui est en train de travailler sur la redéfinition de la base de calcul des indemnités fin carrière. Et à partir de scénarios qui sortiront de cette commission, je vais proposer à la sanction du Conseil des ministres, si vous voulez, quelques pistes qui vont nous permettre de rationaliser le régime de la retraite, de telle sorte que une partie de la prime soit déversée vers les salaires et que la pension qui résulte de ces calculs
puissent être en quelque sorte valorisés. Nous aurons peut-être celui qui touche 50 000 francs, on peut passer à 500 000 francs, et ainsi de suite. Et ça permettra à ce que nous puissions essayer de ça pourrait susciter un tollé parce que c'est des avantages sur lesquels vous allez toucher. Espérons que ça va marcher. On va rationaliser. C'est-à-dire que l'agent, l'exemple là typique que je vous avais donné, qui touche 100 000 francs de salaire de base et 1 million de primes, eh bien, touchera peut-être 600 000 francs en salaire de base et 500 000 francs comme prime. Rien n'a changé. Donc, c'est le scénario. Rien ne change en termes de son enveloppe, en attendant l'amélioration, évidemment, de conditions salariales. Mais au moins, rationaliser les choses à ces niveaux-là. Deuxièmement, essayer de faire en sorte que ceux qui sont à Kinshasa puissent avoir un traitement, disons, ceux qui sont en province, puissent avoir un traitement qui soit égal à ceux qui sont à Kinshasa. Parce que là aussi, il y a des disparités qui sont inacceptables. Vous avez parlé des administrations. Là aussi, il y a des disparités que nous allons essayer de combattre, parce qu'il est hors de question que le chef de bureau qui est dans telle administration puisse avoir un traitement qui soit 10 fois plus qu'un autre chef de bureau dans une autre administration. Nous créerons un système d'équité sociale. En tenant compte du coût de la vie, selon là où on preste aussi. Parce que l'aspect pénibilité de certains ministères ou de certaines administrations soit aussi pris en compte, mais qu'il y ait un matelas, qu'il y ait une base de justice et d'équité. Ah, vous voulez rajeunir l'administration, mais il n'y a pas longtemps, on a vu des jeunes énarques formés ici chez nous en train de réclamer leur dû. Et vous pensez que ces jeunes sont prêts à travailler dans le contexte dans lequel vous les mettez là aujourd'hui? Ces jeunes sont pétris de talent, qui n'attendent qu'à être valorisés. Ils ne sont pas pris en charge, ils sont abandonnés alors qu'ils ont été formés pour l'administration. Ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. Mais il se pose justement ces problèmes d'intégration au sein d'une administration qui ne retraite pas, qui n'envoie pas à la retraite. Vous voyez, donc nous avons une sorte de bouchon, en quelque sorte, au sein de l'administration. Nous recevons des nouveaux, mais nous ne sortons pas dignement les anciens. Et donc, à partir du moment où nous allons fluidifier ces processus, à partir du moment où nous allons essayer de mieux gérer la carrière des agents, ces jeunes vont nous aider effectivement à faire du très bon travail parce que ce sont des gens qui ont été singulièrement, spécifiquement. Est-ce que vous avez été saisi pour ce problème spécifique? Pour ce problème spécifique, avez-vous déjà été saisi? Parce qu'on les a vus en train de manifester. Vous parlez des jeunes de la 6e promotion qui venaient d'être clôturés. Nous sommes en train de les intégrer progressivement. Je vous ai dit, il se pose un problème d'intégration que nous sommes en train de résoudre. Je venais à peine, il y a quelques jours, de les admettre sous statut. Ils ont de droits, parce qu'on les a aussi admis en même temps au statut des administrateurs civils de l'État. Ils ont des droits qu'ils sont en train de revendiquer. Et je crois qu'à partir, disons, d'ici le mois de juillet, ces droits seront libérés par le ministère du Budget. Très bien. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce que c'est une fierté aujourd'hui de travailler dans l'administration de la RDC telle que vous l'avez décrit? Est-ce que les jeunes peuvent être attirés pour travailler dans ce secteur? Travailler dans l'administration d'hier, sûrement les jeunes pouvaient être dubitatifs. Mais travailler dans l'administration que nous sommes en train de créer aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République, l'administration que nous sommes en train de mettre en place, avec comme boussole le respect de principes, le respect de la loi. Dans combien de temps vous saurez asseoir tout ce que vous nous vendez comme valorisation. Mais vous me posez une question, laissez-moi au moins répondre. Allez-y, allez-y. Lorsque nous allons valoriser, dans combien de temps, on verra bien, mais je crois que l'essentiel, c'est d'aller vite. Et nous sommes en train d'aller vite.
Demain, oui, les jeunes vont se bousculer pour entrer dans l'administration parce que ce sera justement cette administration-là qui va valoriser l'agent, valoriser la carrière de l'agent et puis surtout créer des conditions de travail qui soient des conditions tout à fait confortables. Mais les conditions de travail ne suffisent pas. Lorsque je suis arrivé, les agents m'ont dit « Nous sommes contents que vous soyez arrivés parce que nous sommes sûrs que vous allez changer nos conditions de travail. » J'en conviens. Mais au-delà de cette question, il y a aussi ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est agir pour que l'administration soit au rendez-vous du rendement. L'administration soit au service du renforcement de l'autorité de l'État. L'administration soit proche des citoyens. C'est ça d'abord l'objectif. Ensuite, parce que les agents sont des acteurs qui rendent cette administration forte, eh bien, ces agents doivent aussi, si vous voulez, être valorisés et mis dans des conditions tout à fait acceptables. Voilà. Mais l'objectif principal, c'est surtout celui de rapprocher l'administration des citoyens. Vous parlez de ces agents qui ne sont pas pris en charge quand ils sont malades, qui ne sont pas bien enterrés quand ils meurent, qui ne travaillent pas dans des bonnes conditions, qui sont dans la promiscuité. Ça, ce sont des éléments qui déstabilisent. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Mais encore une fois, vous allez me dire que nous sommes prétentieux. Nous avons trouvé l'administration dans des conditions, et je l'ai dit et je l'ai avoué, il fait les mea culpa, effroyables. Et nous sommes en train de travailler pour changer les choses. Et nous espérons que demain, vous ne me poserez plus ce genre de questions parce que nous aurons résolu le problème de prise, de prise en charge de soins de santé, le problème de transport des agents, il y a les conditions de travail, mais aussi le problème d'amélioration de leur enveloppe salariale. Vous aurez été, j'ai eu hier même une grande réunion avec la direction générale des ressources humaines pour lancer les processus de régularisation et de mécanisation de nouvelles unités et de NP. C'est-à-dire qu'il y a des agents aujourd'hui qui sont mécanisés, qui travaillent, mais qui ne sont pas payés. L'État doit s'occuper de ces gens-là. Il y a des agents qui, malheureusement, ont intégré notre système par la fenêtre parce qu'ils ont été recrutés de manière irrégulière, mais qui sont déjà malheureusement, peut-être heureusement pour eux, affectés. J'ai l'obligation d'examiner ces questions pour commencer à les régulariser, de telle sorte que demain, que nous rentrions dans un système de respect strict du recrutement. Ça veut dire qu'il faut organiser le concours. Si c'est sur titre, il faut respecter les principes pour que, au finish, dans quelques années, que nous n'ayons plus à parler des nouvelles unités et des NP. Je veux proposer dans les prochaines semaines un plan qui va permettre à ce que les NU soient régularisés et fin 2022, qu'on ne parle plus de non-payés parce que tout le monde, tous ceux qui travaillent pour l'État doivent avoir un salaire. Et tous ceux qui n'ont pas qualité, d'agents publics de l'État et qui ne peuvent pas prouver qu'ils les sont, eh bien, ils seront évacués du système. Vous ne craignez pas d'être mis en porte-à-faux par des pressions politiques? Parce que c'est une grande bataille. Madame Bouela, si nous voulons changer les choses dans le pays, il faut apprendre à prendre des décisions courageuses. Lorsque nous sillonnons les rues de Kinshasa, nous voyons bien qu'il y en a qui sont à l'aise à prendre le sens unique. Eh bien, si vous les regardez comme ça, en disant que ce sont des Congolais, rien ne changera dans le pays. Il faut à un certain moment savoir sanctionner. Vous n'êtes pas agent public de l'État, eh bien, vous ne pouvez pas être dans le système de paye des agents publics de l'État.
Ce sont des compatriotes, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. Celui qui est agent public n'est pas payé, celui qui ne l'est pas est payé. Ça, on ne peut plus l'accepter. C'est ça aussi qu'on dénonce, le système de mafia. J'ai à peu près 40 000 personnes dans le système qui n'ont ni numéro matricule, ni renseignement quelconque, qui ont été et qui sont payés affectés régulièrement, et qui sont payés, et qui n'ont pas de visage parce qu'ils ne se présentent jamais. Mais ils ont des comptes. Ça, c'est de la mafia que nous allons déboulonner, sans trembler. Ça, c'est clair et c'est net. Alors. Maintenant, si ce sont des compatriotes qui sont dans la fraude, moi, je ne peux pas protéger des compatriotes qui sont dans la fraude. Un agent public. De ceux qui travaillent normalement. C'est surtout ce qui est choquant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont travailler et qui ne sont pas payés, mais à côté des gens qui n'existent pas, mais qui sont payés. Donc il faut réparer cela. L'image que renvoie l'agent de l'État, il n'arrive pas au bureau à temps. Est-ce que depuis que vous êtes là, les choses changent? Vous avez donné de nouvelles instructions? C'est aussi ça. On arrive quand on veut, on quitte le bureau quand on veut. Il y a une certaine désorganisation dans le secteur de la fonction publique. Il y a une certaine désorganisation, il y a plusieurs raisons. Bon, il faut regarder les choses avec beaucoup de philosophie. Nous sommes en train de résoudre ces problèmes progressivement, mais nous y allons par étapes. Hein. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, mais j'ai déjà donné les temps là-dessus, côté ponctualité et l'assiduité au travail. Mais je veux résoudre ce problème par l'octroi. Dans les prochaines semaines, le processus va démarrer, l'octroi de cartes de service biométriques et digitalisées avec puce et QR code. Ça veut dire que chaque agent public de l'État sera porteur d'une carte d'identité, d'identification, et devant chaque entrée, il y aura un système de pointage qui renseignera de l'heure d'arrivée et puis de l'heure de départ, l'heure de pause. Tout sera réorganisé parce que c'est sur base de prestations que les primes sont payées. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de maîtriser ces systèmes, faute de cette volonté de vouloir faire les choses. C'est ça sans prétention, hein, cette fois-là, parce que ça, c'est un système qui existe partout, sauf chez nous. D'accord. Alors, vous parlez du mouvement du personnel. Il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés depuis, je crois, 2017-2018, mais qui n'ont jamais été affectés. Là aussi, c'est un problème. Là aussi, c'est un problème. C'est à la suite de la réforme législative que, effectivement, il a été imposé ces principes de concours. Oui, les secrétaires généraux ont été nommés à la suite du dernier concours, mais malheureusement, depuis 2018, ils n'ont jamais été affectés. Mais si vous avez été attentive lors du dernier Conseil des ministres, j'ai aussi proposé que dans le prochain jour, les prochaines semaines, que ces secrétaires généraux soient affectés. Mais préalablement, je proposerai au Conseil des ministres, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la mise à la retraite de ceux des secrétaires généraux pour dégager de l'espace, qui ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite. Ils seront mis à la retraite et ensuite nous dégagerons de l'espace pour d'autres parce qu'aujourd'hui, en lieu place de 47 dont on avait besoin pour remplacer les postes vacants, on en a nommé 72. Eh bien, il faut voir comment faire partir ceux qui peuvent partir à la retraite, mais dignement, parce que je proposais qu'on puisse, à titre exceptionnel, les reconnaître le statut d'émérite. Et ces statuts d'éméritat ou d'émérite permet à ce qu'ils puissent garder leur salaire et leurs avantages. Et donc, nous allons affecter ceux qui vont rester et en même temps, nous allons notifier, parce que ça aussi c'est un détail qui manquait, aux directeurs qui ont été dernièrement nommés, et nous allons enclencher le processus de la promotion en grade de titularisation, promotion en grade des autres catégories, chefs de division, chefs de bureau,
les autres agents, les attachés d'administration, première classe, deuxième classe et les autres catégories, pour pouvoir essayer de mieux gérer la carrière de fonctionnaire. Il n'est pas normal, alors que la loi prévoit 3 années, chaque 3 ans après cotation pour avoir une promotion. avoir des promotions. Nous avons laissé comme ça 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans des agents sans promotion en grade. C'est une injustice effarante qui doit cesser, à laquelle il faut mettre fin. Très bien. Alors, on va parler un peu politique, Monsieur le Vice-Premier ministre. Vous êtes toujours PPRD? Quelle question, Madame Bouel? C'est juste une question. Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. C'est de notoriété publique que je ne suis plus PPRD. Ah, très bien. Politiquement, je ne suis plus PPRD, c'est clair. Le PPRD, c'est vraiment derrière moi. Alors, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Au moment, parce que ça fait quand même plus de 3-4 ans qu'on ne vous a pas vu sur les écrans. Vous signez votre grand retour. À quoi était dû ce silence jusqu'à vous retrouver dans l'Union Sacrée aujourd'hui? Écoutez, en politique, par moments, les silences étaient éloquents. Voilà. J'ai préféré ne pas être sur le plateau de télévision, mais j'étais ailleurs, en train de travailler dans les silences. C'est ce qui justifie que je suis aujourd'hui là où je suis. C'est une promotion, c'est une récompense? C'est un appel. C'est un appel du président de la République qui s'écrée de cette liberté, avec le Premier ministre en tout cas, de choix. J'étais surpris d'avoir été choisi parmi beaucoup d'autres Congolais qui sont peut-être beaucoup plus compétents que moi, mais j'étais peut-être là où il fallait être en ce moment-là. Je suis un élu du Congo profond et j'ai participé au combat pour le dernier changement intervenu. Vous avez été frustré dans votre carrière pays. politique à un moment? Vous avez été frustré? C'est ce qui a expliqué que vous adhériez à l'Union Sacrée? Frustré à titre personnel, non. Mais j'étais en opposition totale avec ce qui se faisait dans ma famille politique et je l'ai fait savoir. Et je crois que ceux qui suivent la politique, y compris vous-même, vous suiviez ce que j'ai publié comme réflexion une année avant le chambardement. Je pense qu'à un certain moment, la coalition FCC Cash telle qu'elle était partie n'augurait plus, ne pouvait plus permettre aux Congolais d'espérer quelque chose en termes de perspective d'avenir. Et moi, j'étais le premier à penser qu'il était important d'arrêter avec cette descente en enfer. Et j'ai répondu favorablement, Dieu merci, à l'appel du président de la République, qui, en ce moment-là, a offert à la nation de nouvelles perspectives. Et c'est sur base de ces perspectives-là que nous envisageons l'avenir. Vous avez obtenu ce poste parce que vous êtes le fils de votre père? Je ne crois pas. Oui, vous êtes Liao, et puis les Tshisekedi, Liao, et c'est une génération où c'est par vos compétences. Ben, si ça ne tenait qu'à ça, alors je veux dire, les Mwankem seraient là, les Ilunga seraient là, les Kapita seraient là. Je veux dire, il ne s'agit pas de cela, pas du tout. Je vous ai dit, je suis un élu, je suis un acteur politique. Je ne sais pas pourquoi j'ai obtenu, en tout cas, ces postes. Les raisons sont ailleurs et peuvent être partout, sauf là où vous pensez. En tout cas, c'est dans les combats politiques qu'on peut trouver des réponses, pas dans les affinités familiales. Monsieur le vice-premier ministre, vous faites partie du tout premier gouvernement de l'Union Sacrée, un premier gouvernement totalement des gens qui adhèrent à la vision du chef de l'État. Si vous est demandé de juger son action politique, sincèrement, l'action politique du gouvernement? Du président de la République. Je dirais en toute sincérité
sans langue de bois que cette action est positive. Et elle est positivement captée par les Congolais. Je crois que le président de la République a démontré suffisamment sa volonté, je dirais même sa rage, de pouvoir changer les choses dans notre pays, amener le Congo vers des nouvelles perspectives, tracer un nouveau chemin d'espérance pour notre pays. Et ça, c'est récent au sein de la population. Après, les hommes politiques peuvent faire leur travail d'opposition pour certains, mais les faits sont têtus. Jamais, Madame Bola, on a vu un président de la République prendre autant de risques pour pouvoir aller jusque là où se posent des problèmes sécuritaires. Il passait des nuits entières, des semaines entières, pour trouver des solutions. Jamais. Mais c'est ce qu'il doit faire. C'est dans la norme. Ce n'est pas une innovation que le président aille dans des zones de guerre. C'est ce qu'il doit faire. Vous avez vu, vous, des présidents de la République, aller séjourner des semaines et des semaines dans des milieux ou dans des zones où il y a justement, où crépitent les balles, où il y a la guerre? Non, soyons justes. Ne laissons pas seulement l'histoire le juger. Même dans le présent, on peut apprécier ce qu'il est en train de faire. Et au-delà de cela, il a suscité un certain espoir, une certaine espérance dans le pays. Les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles, mais elles ne sont pas impossibles à être réglées. Les défis sont énormes, mais pas impossibles à être relevés. C'est ça, Félix Tshisekedi. Et je crois que les gens les sentent. C'est cette volonté, le volontarisme qui est affiché, de travailler avec les uns et les autres, pas seulement ceux de son parti, pas seulement ceux qui étaient avec lui dans les combats politiques, rassembler la nation, rassembler le pays autour des idéaux communs, se battre pour essayer de changer le pays ensemble. Ça, c'est quelque chose de perçu, de ressenti. Évidemment, il faut capitaliser tout ça par le travail. Il nous appartient, nous, en tant que gouvernement, de l'aider, d'aider le président de la République. L'homme seul ne peut pas changer, parce que seul, il ne peut rien. Mais ensemble, on peut tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce nouveau gouvernement, sous la coordination de Sama Lukonde, du Premier ministre Sama Lukonde. La situation économique n'est pas reluisante, la Covid est venue tout chambouler. Est-ce qu'il y a des perspectives pour ce pays? Je crois que la situation de la Covid est une situation générale, c'est une vraie catastrophe humanitaire mondiale. Mais quand on regarde de près ce qui se fait, le plan de relance porté par Sama Lukonde, les chiffres qui repartent à la hausse, notamment en ce qui concerne le recette public, oui, je crois que nous pouvons être optimistes. Notre pays dispose de tous les atouts pour pouvoir aller vers le progrès. Nous avons passé des années de blocage et de gâchis. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des bonnes perspectives et je pense que les choses vont progresser petit à petit. Merci. Ce n'est pas facile, vous savez, de diriger un pays comme la RDC qui sort de cycles de conflits et des crises politiques répétitives. Mais je crois que si la volonté est là, tout peut être possible. Là où il y a la volonté, tout devient possible. Et les Congolais, eux, nous regardent. Ils ne veulent plus des discours. Ils ne veulent plus des intentions. Ils ne veulent plus des dogmes. Ils exigent de nous des résultats et des actes concrets. C'est ce que nous essayons de faire afin de redonner à notre pays les actifs de sa puissance pour que le Congolais n'ait plus à douter de leur avenir et en tout cas de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espérance d'une vie meilleure.
Ainsi prend fin cet entretien. C'était un plaisir, Monsieur le Vice-Premier ministre, de vous avoir aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très vite.